Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette conférence qui porte enfin le titre de mon livre qui est sorti il y a quelques semaines, Trouver le bonheur avec l'astrologie et le coaching. Alors, ce que je viens de vous présenter, c'est un peu la philosophie qu'on va retrouver dans ce livre-là, la philosophie qui anime ma compréhension de l'astrologie et les cours que je donne, le type d'atelier que je vais donner sur l'astrologie, et évidemment le matériel que vous retrouveriez dans le livre. Peut-être je vais faire un petit peu une courte présentation. Il y a des gens dans la salle que je connais, mais il y a des gens que je ne connais pas du tout, donc je ne sais pas jusqu'à quel point est-ce que vous savez qui je suis, ce que je fais. Je fais des conférences, bon, vous le voyez, j'enseigne principalement, c'est vraiment ça mon rôle principal. Je donne des cours de tarot, des cours d'astrologie. Et je donne aussi des consultations, puis j'écris des livres. J'écris des livres, enfin, qui traduisent ce que j'enseigne à mon école. Je l'ai mis dans les livres pour les gens qui voudraient l'apprendre à la maison, plutôt que de venir à chaque semaine pour venir faire un cours. Alors c'est ça, j'essaie de diffuser une passion qui m'anime depuis longtemps. J'ai appris le tarot à l'âge de 13 ans. C'est mon père qui m'a donné mon premier jeu de tarot. Lui-même en faisait, il me l'a offert. Et puis, ça fait que depuis que j'ai l'âge de 13 ans, je suis un petit peu dans ça. Puis à un certain moment de ma vie, je me suis rendu compte que c'est ce que j'aimais vraiment. C'était ce qui me plaisait. J'ai décidé que je voulais en faire un métier, que je voulais en faire une carrière. Et voilà, quand ça m'a mené à avoir mon école et écrire des livres. J'ai des chroniques à la télé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui les ont déjà vues, mais je fais des chroniques ésotériques pour une émission qui s'appelle Truc et compagnie, qui est sur les ondes de V, animée par Alain Dumas. Maintenant, c'est Benoît Gagnon. Ils viennent juste de faire un changement avec José Turmel. Ce sont des chroniques ésotériques sur le tarot, sur l'astrologie, mais en fait sur d'autres sujets. D'ailleurs, les chroniques pour lesquelles on vient de s'entendre pour l'année à venir, ça va être à la découverte des arts divinatoires. Et je vais présenter sur 6 ou 7 apparitions télé, je vais présenter un ensemble d'arts divinatoires qui ont été pratiqués au fil du temps, comme par exemple la lecture de l'avenir avec les dés, qui était pratiquée par les Romains, la lecture avec les feuilles de thé ou le café, qui est encore aujourd'hui pratiqué fréquemment dans les pays arabes. La lecture du thé, fréquemment, est faite dans les pays arabes. Alors, je vais avoir le plaisir comme ça de présenter aux gens un peu l'histoire des arts divinatoires, puis donner quelques trucs pour les gens qui veulent s'essayer à la maison avec leur propre tasse de café. Donc ça, c'est des choses qui s'en viennent. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous parler strictement d'astrologie et de ce que j'appelle l'astrologie de coaching. Est-ce qu'il y a des Gémeaux dans la salle, par hasard? Une personne? Vous connaissez 2 personnes? Vous connaissez probablement aussi d'autres personnes dans votre entourage, dans votre famille qui sont Gémeaux. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des descriptifs qu'on dit de vous. Grosso modo, si vous ouvrez un livre d'astrologie, on va vous dire que vous êtes jeune de cœur, jeune d'esprit. Ça commence bien, ça fait plaisir. Que vous êtes curieux. Que vous allez découvrir plein de choses, mais aussi que vous avez tendance à sauter du coq à l'âne et à commencer des dizaines de choses, mais ne pas toujours les terminer. Par curiosité, il y a 2 personnes qui ont levé la main. Est-ce que vous trouvez que ça vous décrit correctement? C'est un peu caricatural, mais est-ce que vous vous reconnaissez en partie dans ce que je viens de dire? OK. Ça, c'est intéressant. Il y a quelqu'un qui dit oui, l'autre personne qui ne dit pas vraiment. En astrologie, notre signe de naissance, donc quand on dit « je suis Gémeaux »,« je suis Verseau »,« je suis Lion », en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la position de notre soleil à la naissance qui le détermine. Pendant l'année, pendant les 12 mois, le soleil, du point de vue de la Terre, semble se déplacer dans les signes, et pendant à peu près une trentaine de jours, un peu moins, le soleil passe à l'intérieur du signe du Gémeaux. Puis là, tous les gens qui naissent pendant que le soleil passe dans le signe du Gémeaux, on dit qu'ils sont Gémeaux. Évidemment, la problématique de cet horoscope-là qu'on va retrouver dans les journaux, c'est qu'il y a pas mal d'autres astres que le soleil dans la carte du ciel. Vous avez aussi une lune, Mercure, Mars, etc., qui sont tous dans d'autres signes et qui viennent nuancer.
Sauf que le Soleil a tendance à être un des astres les plus importants, et souvent il nous influence assez fortement. C'est ce qui fait que s'il y a une dizaine de Gémeaux dans une salle et qu'on donne cette définition-là, il y a souvent un fort pourcentage, 70 à 80 qui vont dire oui, ça me ressemble assez bien. Et là, je me doute dans le cas ici que si on regardait la carte du ciel, il y aurait beaucoup de planètes qui sont ailleurs que dans le Gémeaux. Donc, il y a un autre signe qui est finalement beaucoup plus fort que celui du Soleil dans l'ensemble. L'ascendant aussi pourrait avoir une influence. Mais vous savez, peu importe que vous m'ayez dit oui ou non, la deuxième question qui me vient en tête, c'est même si j'avais complètement raison, même si j'avais eu raison à 100%, que la description est juste, qu'elle est bonne, qu'elle est sur la coche et tout, est-ce que ce que je viens de vous dire là est utile? Est-ce que ça vous aide dans votre vie? Techniquement, non. Je viens juste de vous répéter quelque chose que vous savez déjà. Vous pouvez peut-être être impressionné de dire « il ne me connaît pas », puis juste avec mon signe de naissance, il a été capable de me décrire en partie. Ça peut être impressionnant, mais ce n'est pas utile, parce qu'après, je rentre à la maison, puis je reste toujours le même Gémeaux, ou le même Verseau, ou le même Lion, puis il n'y a rien qui bouge. Ça me fait penser un peu dans les anciennes foires, où il y avait des gens qui essayaient de découvrir le poids d'une personne. Alors là, si la personne était capable de découvrir le poids à 5 livres près, ben, on devait lui donner des sous, et puis s'il se trompait, c'était lui qui nous payait. C'est drôle, c'est amusant. Que quelqu'un soit capable de deviner mon poids en me voyant, ça peut m'impressionner, mais c'est juste une gamique. C'est juste un truc. Le lendemain, j'ai complètement oublié. La personne a découvert mon poids, c'est tout. Je vais vous faire une confidence. Ma critique d'une astrologie qui ne fait que décrire, elle ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas juste dans une certaine inutilité. Elle va plus loin que ça, ma critique. Je pense non seulement que ce n'est pas tout à fait utile de vous décrire en tant que Gémeaux, mais je pense aussi que c'est dangereux, que ça a un effet négatif. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si je vous dis que vous êtes Gémeaux et que vous sautez du coq à l'âne, et donc que vous commencez plusieurs choses en même temps, mais que vous ne les finissez jamais, ce que je suis en train de sous-entendre en tant qu'astrologue, c'est que ça va être comme ça du jour de votre naissance à celui de votre mort. Parce que pensez une seconde, je l'ai déduit en fonction de votre date de naissance, de votre heure de naissance et de votre ville de naissance. 3 choses sur lesquelles je n'ai pas beaucoup de pouvoir. Même si je fais un gros effort dans ma vie, je ne vais pas changer ma date de naissance, je ne vais pas changer ma ville de naissance et je ne vais pas changer mon heure de naissance. Alors, si je suis capable de vous décrire comme étant quelqu'un qui ne finit pas ce qu'il commence et que je me fie sur vos coordonnées de naissance, je sous-entends que ça va être comme ça tout le temps et que vous n'avez pas de marge de manœuvre. Ça me dérange beaucoup, ça me fait peur quand on fait ce type d'astrologie-là, parce que je me demande jusqu'à quel point est-ce qu'on n'enferme pas des gens dans leurs problématiques. Je me demande jusqu'à quel point est-ce qu'on ne conforte pas des gens à dire ben, ça ne vaut pas la peine d'essayer, puisque de toute façon, mon astrologue me dit que je ne le finirai pas. Je vais vous donner un exemple qui est une histoire vraie en passant. Je n'ai évidemment pas donné de nom ou de détails parce qu'il y a une question de confidentialité en consultation, mais j'ai une consultante qui vient me voir et qui est Gémeaux et qui rêve d'écrire un roman. Ça va bien dans l'ordre des choses parce qu'on décrit souvent le Gémeaux comme un signe assez intellectuel, à tout le moins qui est intéressé par les mots, par le discours, par la communication. Il est vrai que statistiquement parlant, lorsqu'on regarde les métiers de communication, on retrouve un plus grand pourcentage de Gémeaux dans les métiers de communication que dans d'autres. Mais la consultante vient me voir pour me dire « J'ai envie d'écrire un roman, Sébastien, mais tu sais, ça fait, dans les 5 dernières années, 3 romans que je commence. Et je ne les finis pas. »
j'écris 10 pages, ou j'ai mon plan de travail, j'ai une idée géniale, puis finalement, il est arrivé autre chose, un cours, un événement de vie, je suis passé, j'ai écrit quelques pages, j'ai laissé ça de côté, je ne les ai pas terminées. Ou j'ai commencé à écrire mon roman, et après avoir écrit 10 pages, il m'est venu une autre idée de roman, qui était mieux que la première, et j'ai abandonné pour écrire 10 pages, et arrêté encore au bout de 10 pages. Si je dis à cette consultante-là, mais vous êtes Gémeaux, c'est normal, vous sautez du coq à l'âne, vous commencez des choses, mais vous ne les finissez jamais. Ce que je suis en train de lui dire, c'est arrête d'essayer d'écrire ton roman parce que ça ne marchera jamais. Je ne suis pas en train d'essayer de miser sur ses forces. Je ne suis pas en train d'essayer de lui demander d'aller puiser dans ses talents, ses possibilités, ni même en train d'essayer de corriger les défauts. Je suis en train de lui confirmer que ces défauts-là font partie de sa nature profonde et qu'elle ne peut rien y faire. Alors, vaut mieux ne même pas essayer d'écrire le roman. Mais là, je vous ai parlé beaucoup du Gémeaux depuis le début en astrologie descriptive. J'ai envie de vous présenter le Gémeaux dans son angle de coaching. On va voir que ça va changer un peu le discours que je vais donner à ma consultante. J'aime bien utiliser une image, ça fait souvent sourire les gens quand je leur dis ça en cours. Imaginez que le bon Dieu, avec sa barbe blanche, est sur le tremplin, là où il pitch les gens en bas, là, pour quand ils vont naître. Et puis là, vous êtes au paradis, puis le bon Dieu jase avec votre âme. Puis il s'en va là, pour vous lancer en bas, pour vous dire ça y est, c'est le temps d'aller s'incarner, c'est le temps d'aller vivre votre vie. Et il vous donne 2 ou 3 conseils, comme ça, en passant. Parce qu'il y en a vu d'autres. Et il vous dit je vous envoie en bas, là, sur terre, puis vous allez être Gémeaux. Ça veut dire que je te donne une mission dans la vie. Tu vas avoir 80, 100 ans maximum pour faire le tour de toute une planète, de tout un univers. Puis il va falloir découvrir le plus de choses différentes possibles. Il va falloir apprendre sur le plus de sujets possibles. Il va falloir rencontrer le plus de gens possible pour jaser, pour comprendre, pour échanger, pour accumuler plein de points de vue, plein d'informations. Et à un certain moment, ce cumul d'informations, de points de vue, d'expériences, de voyages, va résulter en une espèce de bagage de connaissances, d'opinions, et va faire en sorte que vous allez avoir l'impression d'avoir une vue large, une vue globale sur le monde. Et à ce moment-là, il va arriver la deuxième mission de vie. Être capable de communiquer, être capable de le redonner, être capable de le refiler. Ça peut passer au travers d'un livre, ça peut passer au travers d'un cours, ça peut passer au travers de la communication de façon générale. Et voyez que la mission de vie du Gémeaux, c'est d'être capable d'accumuler beaucoup de points de vue différents, beaucoup de connaissances différentes, beaucoup d'expériences différentes pour constituer une espèce de bagage que lui va pouvoir après redonner à l'image d'un professeur. Mais qu'est-ce qui se passe si le bon Dieu vous a chuchoté dans l'oreille, il faut voir le plus de choses possibles, rencontrer le plus de gens possibles et faire le plus d'expériences possibles? Il se passe qu'on sait tous qu'en une vie, on ne peut pas découvrir des centaines, voire des milliers de choses si on les approfondit tout le temps. Parce qu'approfondir un sujet, des fois, c'est l'histoire d'une vie. Je vous disais que j'ai commencé à apprendre le tarot à l'âge de 13 ans. Je suis encore tombé, il y a quelques mois, sur un livre de tarot. J'ai lu des choses qui m'ont appris
des choses sur le tarot, des choses nouvelles. Ça fait 20 ans que j'en fais. Creuser le tarot, creuser l'astrologie comme je le fais, ça ne va pas se faire au travers d'une expérimentation de plein de choses diverses. Au contraire, ça m'amène à concentrer ma vie sur ce sujet-là. Et toutes nos vies sont souvent amenées comme ça. Mais pour le Gémeaux, il y a toujours la voix qui lui chuchote à l'oreille que non, il faut aller découvrir quelqu'un d'autre, une autre expérience, un autre lieu, un autre décor. Et c'est correct. Il ne faut pas le blâmer pour ça. Il ne faut pas que le Gémeaux se blâme pour ça. Au contraire, ça fait partie de sa mission de vie. Mais comment est-ce qu'on pourrait récupérer cet idéal et l'adapter au fait que la personne veut écrire un roman qui, par définition, va demander de se concentrer sur une chose pendant un bon bout de temps? À moins là, que vous soyez Henri Verne, qui écrivait des Bob Moran en 1 mois et demi. Habituellement, un roman, ça va occuper 1 année, 2 années de votre vie, de l'élaboration jusqu'à la fin de l'écriture. À cette cliente-là, j'ai voulu lui proposer une stratégie qui est très Gémeaux. Et c'est certainement pas de lui demander de s'asseoir pendant 8 heures de temps à l'écriture, parce que je le sais que ce n'est pas dans sa nature profonde, ce n'est pas dans sa mission. Fait que je lui ai proposé une stratégie que vous avez peut-être déjà entendu parler, surtout si vous avez fait des études récemment. C'est une technique qui s'appelle le Pomodoro. Une technique qui consiste à écrire ou à travailler sur un projet dans de courtes tranches de 20 minutes. On peut commencer, par exemple, comme je vais proposer à ma cliente, à 3-20 minutes par jour d'écriture. Ce qui est très plausible pour quelqu'un qui est dans l'énergie du Gémeaux. De dire, OK, je m'assois pendant 20 minutes et je fais mon travail d'écriture. Et quand les 20 minutes c'est terminé, c'est terminé. Je passe à autre chose. Vous voyez qu'on commence à entrer dans la brièveté et la répétition. Et dans cette technique-là aussi, ce qu'on précise, c'est que, advenant qu'on vient pour écrire, pour travailler, souvent il nous vient une idée que, oups, j'ai oublié quelque chose à l'épicerie, j'ai un téléphone à faire, il fallait que je vérifie mes courriels. Ce qu'on propose dans cette stratégie-là, c'est d'avoir uniquement le droit de noter ce que l'on doit faire. Mais on ne peut pas le faire durant 20 minutes. On peut le noter comme quoi, j'ai oublié quelque chose à l'épicerie, il faut que j'y aille tout à l'heure, mais c'est tout. Pendant les 20 minutes, on écrit et on note ce qui nous vient en tête pour ne pas paniquer la peur de l'oubli. Et quand 20 minutes est terminé, on peut aller à l'épicerie, on peut vérifier les courriels, on peut faire autre chose, mais on a consacré notre 20 minutes à l'écriture. Le Gémeaux aussi qui a besoin d'expériences différentes, de renouvellement constant et d'une stimulation constante avec toutes sortes de musique, de sons, d'images. J'ai recommandé de se faire un planning dans lequel on allait faire de l'écriture en dehors du lieu habituel de travail. Il pourrait y avoir une journée, par exemple, où on va faire notre 20 minutes dans un café. Une autre journée dans laquelle on va aller faire notre 20 minutes au parc. Ou peut-être, soyons moins ambitieux, une journée, on va écrire dans le bureau, là où il y a l'ordinateur, mais une autre journée, on va amener le portable et on va écrire dans le salon. Changer de décor, changer les circonstances, ne pas être sur une routine. Ça, c'est quelque chose qui va plaire aux Gémeaux, qui va l'aider à canaliser son énergie. Aussi, j'ai recommandé à ma cliente de ne pas arrêter sa vie parce qu'elle s'est mise à l'écriture. Elle pouvait, par exemple, choisir 1 ou 2 cours qu'elle avait envie de suivre. Par exemple, elle voulait suivre un cours de tarot. Parfait. Inscris-toi au cours de tarot durant l'écriture du roman. Et sur le cours de tarot, tu n'auras pas à mettre d'assiduité. Si tu viens une semaine sur 2, c'est correct. C'est pas plus grave que ça. Si tu lis les notes en diagonale, c'est pas plus grave que ça. Pourquoi? Parce que le Gémeaux a besoin d'aller chercher plusieurs expériences en même temps. Mais c'est sûr que s'il va chercher plusieurs expériences en même temps, il ne peut pas tous les approfondir. On le disait tout à l'heure, c'est ça qui ne marche pas.
Et le Gémeaux doit accepter une certaine superficialité parce qu'il veut collectionner les expérimentations et les apprentissages. Mais si la personne fait de l'écriture du roman, avec les conditions que j'ai données, en fait son projet principal de vie, elle peut faire de l'écriture quotidiennement, et là, il y a une certaine assiduité, et elle peut continuer d'être plus superficielle ou d'être dans un côté plus bref, dans d'autres apprentissages qu'elle fait en même temps. Et ça va la nourrir. La personne va avoir l'impression de toujours diversifier ce qu'elle est en train de faire. C'est relativement banal, ce que je suis en train de vous donner. Je n'ai pas donné une recette miracle ou très extraordinaire. C'est un petit changement dans la manière d'écrire, de travailler, de faire les choses. Mais pourtant, cette personne-là a non seulement fini son roman, mais depuis, elle en a écrit 2 autres. Elle est très contente, elle est fière d'elle, évidemment. Je veux dire, il y a un respect des autres, il y a un respect d'elle envers elle-même, il y a un sentiment d'accomplissement, puis il y a aussi un certain bonheur d'avoir fait ça, alors que ça traînait sur une table depuis des années. Pourquoi est-ce qu'elle a pu faire ça? Parce que on est passé dans sa consultation d'astrologie de ce que j'appellerais un simple diagnostic, « Ah, toi, tu sors du coq à l'âne », à une guérison, entre guillemets, à une prescription ou à une recommandation. Voilà la bonne façon d'utiliser l'énergie. Ce qui fait que oui, le Gémeaux peut avoir tendance à sauter du coq à l'âne, mais il est capable de gérer ça. S'il répond à sa nature profonde, il peut accomplir la même chose que n'importe quel des 11 autres signes dans le zodiaque. Il n'est pas obligé de ne pas arriver à terminer une chose. Mais il doit comprendre que s'il commence 5 choses en même temps, il faut qu'il sache privilégier le bon. Sur celui-là, il va lui mettre de l'assiduité et se donner le droit de sauter du coq à l'âne dans 14 sujets. C'est comme ça qu'il va être heureux, c'est comme ça qu'il va arriver à ses fins, et c'est comme ça qu'il va répondre à la mission qu'on lui a donnée, qui est de diversifier les apprentissages, d'en apprendre le plus possible, de rencontrer le plus de gens possible et d'avoir une vue d'ensemble sur la société qui l'entoure. Ça m'amène, j'ai utilisé l'exemple du Gémeaux, mais ça m'amène à vous parler, disons, des fondements de manière générale de l'astrologie de coaching. Je vous dirais que le premier fondement, c'est que l'univers n'a pas pris 3 milliards d'années pour se placer telle qu'elle est placée. Je vous dis ça au sens où on sait que la vie apparaît sur Terre dans des conditions très, très précises. C'est Hubert Reeves qui racontait une fois en entrevue jusqu'à quel point est-ce qu'il est étonné, ébahi devant une certaine magie de l'univers, bien que je ne pense pas qu'Hubert Reeves fasse de l'astrologie ou des choses comme ça, mais lui-même, en tant que scientifique, en tant qu'astrophysicien, disait jusqu'à quel point il est étonné devant la magie de l'univers, au sens où si on avait bougé Jupiter d'1 kilomètre plus loin ou plus proche, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Le système solaire ne tournerait pas exactement comme il tourne. Il y a une précision absolument immense dans les recherches qui ont été faites depuis une dizaine d'années. Il est apparu une donnée assez stupéfiante qui montre que la vie peut apparaître dans des conditions très précises. On le savait déjà, mais on pensait que ça avait pris du temps avant que ces conditions-là se placent. Vous savez, dans la théorie de base de l'évolution darwinienne, on voit un petit peu l'univers comme quelqu'un qui lance des dés jusqu'à ce qu'il y ait 3-6. Si ça prend 25 shots pour avoir les 3-6, ça prendra 25 shots. Et on s'est rendu compte que non. On s'est rendu compte que les dés sont tombés sur les 3-6 au premier coup. Et les données, c'est quelque chose comme, pour que la vie apparaisse, il faut que ça soit 0,00063. Pas 62, pas 61, sinon la vie n'est pas. Et dès le départ, c'est 0,0063 qui apparaît. Je ne vais pas entrer dans un cours de religion. Je ne suis pas sûr moi-même de ce que ça sous-entend. Je pense qu'il y a beaucoup de physiciens qui ne sont pas sûrs eux-mêmes de ce que ça sous-entend. Mais comme Hubert Reeves disait, il y a une espèce de magie
dans l'univers qui est étonnant, parce qu'il fallait que les choses arrivent exactement là où elles le sont, pas un peu à côté, exactement là où elles le sont, et c'est ça qui est arrivé, et nous, on vit dans ça. Bien, écoutez, si le système solaire, si l'univers a pris 3 milliards d'années pour se placer, j'ose croire que ce n'est pas juste pour être capable de me dire que j'ai un gros nez ou que je suis impatient. Parce qu'il y aurait quelque chose de ridicule dans ça. Pourtant, quand je lis des livres d'astrologie, c'est souvent ce que ça me dit. Ça prend mon ascendant, puis ça me dit si j'ai un gros nez ou pas. Puis ça prend mon signe solaire, puis ça me dit si je suis impatient ou non. Et l'astrologie de coaching, ça dit ça se peut pas. La carte du ciel, elle symbolise quelque chose de plus grand que ça. Il y a quelques chercheurs, entre autres en psychologie, j'espère que je ne me tromperai pas, je crois que c'est James Hillman. Il y a une chose que je suis sûr, c'est que le nom de son livre, c'est The Soul's Code, le code de l'âme. Et c'est pas un ésotérique, là, il n'est pas ici, il n'est pas au salon. C'est quelqu'un qui reçoit une clientèle très sérieuse, avec une pratique, puis il travaille à l'université et tout. Là. Il a écrit un livre en disant que en psychologie, il y a une tendance de plus en plus forte, là, depuis une cinquantaine d'années, où est-ce qu'on commence à se rendre compte que c'est comme si il n'y a pas juste le passé puis l'enfance, il n'y a pas juste est-ce que mes parents ont été méchants ou pas méchants, mais le secret du bonheur semble résider dans l'accomplissement de sa mission de vie. Comme si chaque personne avait en quelque part une forme de mission. Est-ce qu'elle est divine? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est ésotérique? Je ne suis pas sûr. Mais il semble y avoir une espèce de mission intégrée à l'intérieur de chacun de nous. Et quand on la fait, quand on l'accomplit, quand on la suit, les choses vont bien et on se sent mieux au travers de ça. Mais l'astrologie que je pratique se met en parallèle avec ce type de recherche-là, ce type de réflexion-là, parce que finalement, l'astrologie que je pratique, ce qu'elle dit, c'est que la carte du ciel, c'est notre code. C'est notre code de l'âme. C'est notre mission de vie. C'est un peu comme si je vous disais que la carte du ciel va représenter le manuel d'instruction qui est remis à notre naissance. Comme si on nous avait donné un manuel d'instruction pour dire voilà la bonne façon d'utiliser votre appareil durant cette vie-ci. Puis à cause de ça, c'est pas possible qu'il y ait une configuration dans ma carte du ciel qui soit juste négative. Ça n'aurait pas de sens. C'est comme si vous achetiez un lecteur Blu-ray, il y avait un bouton de destruction sur le lecteur, qui était là juste que si vous pesez dessus, il explose. Tout ce qu'il y a dans une carte du ciel, la vôtre, la mienne, est nécessairement un appel à réussir cette configuration-là d'une bonne façon. Là, je ne connais pas les connaissances dans la salle. Je ne sais pas jusqu'où est-ce que vous connaissez l'astrologie, mais sachez que si vous avez Saturne qui s'oppose à votre Soleil, par exemple, les astrologues, à la base, vont frissonner. Vont vous dire qu'il y a quelque chose de négatif dans ça. Voilà ce que je ne crois pas. Parce que ça voudrait dire qu'il y a un bouton de destruction dans mon manuel d'instruction. Non. Saturne opposé au Soleil va avoir un sens positif. Il y a une façon de le faire correctement. Il y a une façon de l'accomplir adéquatement. Puis si on le fait, on va être bien, puis on va récolter du succès en fonction de ce qu'on fait là. Sauf que dans votre manuel d'instruction pour le lecteur Blu-ray, on vous dit aussi des choses auxquelles vous devez faire attention. Vous pourriez peut-être lire dans le manuel d'instruction qu'il ne faut pas débrancher l'appareil du mur avant de l'avoir éteint. Parce que ça pourrait causer un bug, ça pourrait faire en sorte que le disque dur, la carte mère, gèle. Et quand vous repartiez le lecteur, il y a un problème. Mais de la même façon, dans nos cartes du ciel, il va y avoir des avertissements. Notre fameux Saturne opposé Soleil, il va y avoir une bonne façon de le réussir, mais on va aussi nous aviser de quelques pièges possibles, de quelques dangers possibles qu'il ne faut pas faire, qu'il faut se méfier, ou que si on fait, il faut arrêter de le faire le plus vite possible. Le problème avec l'astrologie traditionnelle, c'est qu'elle semble s'arrêter aux pièges possibles
et elle les lance en prédiction. Disons que notre fameux Gémeaux a la possibilité de juste débuter son roman et jamais le finir. J'ai l'impression que dans l'astrologie traditionnelle, on aime bien statuer que c'est sûr que ça va être ça. Autrement dit, c'est sûr que vous allez débrancher votre lecteur Blu-ray avant de l'avoir éteint. Non, un avertissement, c'est là pour qu'on ne le fasse pas. Pas comme une prédiction que ça va systématiquement se produire. Les pièges possibles qui sont révélés dans l'astrologie de coaching ne servent pas à prédire de mauvaises choses aux consultants. Ils servent à leur montrer ce qui arrive lorsqu'ils ne vivent pas leur configuration positivement ou adéquatement. Pourquoi? Comme un signal d'alarme. Pour dire « Oh, je suis en train de prendre la mauvaise voie ». Je me souviens d'un psychologue qui disait des fois à mes clients, par exemple un client qui est très, très impatient ou colérique, je lui demande d'essayer de prendre conscience au moment où il développe la colère, où il va se fâcher, puis caricaturalement de se voir comme étant en train de monter sur le cheval de la colère. Pourquoi? Parce que la personne, tout d'un coup, quand elle vient pour se fâcher, si elle prend conscience de ça, puis qu'elle se voit en train de monter sur le cheval de la colère, elle va sourire, puis elle va en descendre le cheval de la colère. C'est la même chose avec l'astrologie de coaching. On va dire comment bien réussir chacune des planètes. On va dire aussi comment elle pourrait monter sur des chevaux qui sont plutôt problématiques. Pas dans le but de dire que c'est sûr que ça va arriver, mais pour que quand le consultant le fasse, il puisse tout de suite se dire « Oh, je suis en train de monter sur le cheval de la colère, je dois en descendre. » Essayer de désamorcer la situation le plus vite possible. Ça veut dire qu'un autre des fondements qui est très important, c'est que c'est la personne qui détermine par ses choix, par ses attitudes et ses actions, l'orientation de sa carte du ciel, pas le contraire. C'est pas ma carte du ciel qui me cause des problèmes dans ma vie. C'est moi qui gère bien ou mal ma carte du ciel. C'est mes gestes, mes attitudes et mes actions qui déterminent comment est-ce que je vis ma carte du ciel. C'est ce qui fait qu'il y a une catégorie de personnes qui habituellement se sent extrêmement frustrée devant le type d'astrologie que j'enseigne. C'est une personne que j'appellerais un spectateur passif de sa vie, ou l'amoureux d'être victime. La personne pour qui tous les malheurs sont toujours la faute des parents, de la société, du gouvernement, des amis, de l'économie, etc. Mais jamais la sienne. Jamais sa responsabilité. C'est vrai que ce type d'astrologie-là est frustrant à ce moment-là parce qu'elle nous remet le pouvoir de décision puis le poids de la responsabilité sur ce qu'on fait. On peut prédire avec de l'astrologie, mais pour toutes sortes de raisons que je vous ai expliquées depuis le début, je ne suis pas certain que ça sert à quelque chose. Je pense que ça enferme plutôt dans une fatalité. Ça nous dit, ben voilà, ça c'est sûr que c'est ça qui va arriver. Encore une fois, je vais donner un aspect qui est un peu technique. Ceux qui connaissaient l'astrologie, ça va. Ceux qui ne connaissaient pas l'astrologie, c'est pas grave, vous allez comprendre l'idée qui est en arrière. Mais on dit que lorsque Uranus traverse en transit notre maison 7, beaucoup d'astrologues vont vous prédire un divorce, une séparation dans votre vie. La raison est simple, c'est qu'Uranus est une planète qui représente le besoin de faire une mise à jour, et la maison 7, c'est la maison du couple. Mais on ne vous a pas dit qu'il fallait faire une mise à jour dans votre couple, on vous a prédit un divorce. Pourquoi? Parce que c'est vrai que si vous avez un couple avec deux personnes qui sont très peu conscients de ce qui se passe, et qui tout d'un coup, il y a une obligation de faire une mise à jour dans leur vie, c'est vrai que ça arrive souvent que le constat, c'est « ben moi, je ne veux pas changer », puis l'autre ne veut pas changer, puis fait qu'on se sépare. Puis on part avec quelqu'un qui ne nous demande pas de changer ou d'évoluer puis de faire de mise à jour. Et j'ai rencontré plein de clients, encore récemment, qui avaient cette configuration-là, puis à qui j'ai jasé du besoin de la mise à jour, que la personne a dit « c'est vrai, tu as raison,
et qui sont partis, par exemple, en thérapie de couple, pour dire on a des problématiques, mais rien qui ne peut pas se changer. Là. Le fond d'amour, d'attachement, le lien, il est là. Et ils ont traversé Uranus en maison 7, ils ont fait une mise à jour du couple, ils ont fait une thérapie, ils se sont parlé, ils ont échangé, puis ils sont encore ensemble. Non seulement ils sont encore ensemble, mais bien souvent, c'est un couple plus fort qu'il l'était au début, parce que le fait d'avoir fait la mise à jour, c'est utile pour le couple, mais c'est utile pour les deux individus qui constituent ce couple-là. Fait que si je prédis une séparation, bien, je trouve que j'abuse de l'astrologie. Parce que je vous laisse croire qu'il n'y a pas de choix, qu'il n'y a pas d'alternative, qu'il n'y a pas une autre possibilité que la séparation. Alors qu'il y en a une. En astrologie de coaching, on va toujours essayer de donner, plutôt que des prédictions, on va essayer de donner toutes les alternatives possibles, tous les scénarios possibles. On va laisser le consultant choisir lequel il veut mettre en marche. Je dirais que l'astrologie, c'est un peu un coup de pied au derrière. Ça me dit ce que je dois faire pour être heureux, mais ça ne va pas le faire à ma place. Après, là, c'est à moi de décider ce que je fais avec ce que ça me raconte. Je vais vous donner un exemple d'une configuration précise pour vous montrer comment l'astrologie a évolué au fil du temps. Imaginez que vous faites faire votre carte du ciel sur Internet ou par un astrologue, soit dit en passant, pour les gens qui n'ont pas de connaissances en astrologie, vous pouvez trouver très, très aisément votre carte du ciel maintenant sur Internet. Les sites web la calculent tout à fait gratuitement. C'est plus quelque chose d'aussi compliqué que ça l'a déjà été. De mémoire, il me semble que astro.com est un site où est-ce que vous pouvez avoir votre carte du ciel gratuite. Alors, imaginez que vous faites calculer votre carte du ciel et vous vous apercevez dans cette carte-là que la planète Saturne, au moment de votre naissance, elle était dans le signe du Poisson et dans la maison 12. C'est un code. Il y a 12 signes, il y a 12 maisons en astrologie, puis on regarde toujours où les planètes tombent, dans quel signe, dans quelle maison. Alors là, vous avez Saturne en Poisson en maison 12. Si vous étiez né au Moyen Âge, on vous aurait dit, en regardant votre carte du ciel, vous allez mourir noyé. Et votre vie va être pas facile, mais vraiment pas facile. Il y avait la possibilité certainement de la prison, de l'asile, de la folie. Et des fois, si vous tombez sur un astrologue avec un petit côté un peu plus positif, le monastère. Mais par dépit, non, parce qu'on n'a pas le choix. Et effectivement, Saturne, en Poisson et en 12, on prévoyait que la personne risquait de mourir noyée. Je vais faire un commentaire, en plus c'est filmé, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais il y a un renouveau depuis 10 ans de l'astrologie traditionnelle, ce type d'astrologie-là. Je vous avoue que personnellement, je tombe de ma chaise quand je vois ça. C'est quelque chose que je ne comprends pas, là. Ce plaisir-là de revenir à quelque chose d'aussi fataliste, avec de bonnes cartes du ciel et de mauvaises cartes du ciel, ce qui fait que là, je me promène dans la classe et je dis « Toi, ça va, pas toi. » C'est fini. On démissionne tout de suite. Moi, j'en reviens pas qu'on revienne à ça, mais il y a une mode qui tourne autour de ça. Enfin, chacun son choix. Hein? Chacun est libre de vivre sa vie comme il le veut. Mais ça, c'était ce qu'on faisait au Moyen-Âge. On a cru faire une évolution, un bond en avant, à partir des années 1900, en changeant le langage pour devenir un langage qu'on a dit psychologique ou descriptif. Mais regardez bien le problème. Si vous étudiez l'astrologie psychologique ou descriptive, on va vous dire que Saturne en Poisson, maison 12, inquiétez-vous plus, vous n'allez pas mourir noyé. Par contre, on va vous dire que vous allez avoir énormément de difficultés à maîtriser vos émotions. Vous allez avoir énormément de difficultés à exprimer vos émotions et que vous allez être déprimé, mélancolique. Sur le coup, ça a l'air moins fataliste qu'avant parce qu'on vous prédit plus que vous allez mourir noyé ou vous allez finir à l'asile. Mais on est en train de vous entrer dans une autre fatalité, une fatalité psychologique de caractère, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que dans votre vie, vous allez être incapable d'exprimer vos émotions et vous allez être déprimé. On a peut-être fait un pas en avant parce qu'on ne meurt pas,
mais ça n'a pas l'air d'une vie très agréable, au premier point de vue. En astrologie de coaching, Saturne représente la discipline de faire des choses qui ne nous tentent pas toujours au départ. Par exemple, s'il y a des gens dans la salle qui ont appris à jouer un instrument de musique, vous savez très bien de ce dont je parle. Vous avez appris la guitare, le piano, peu importe. Vous savez très bien que les pratiques et l'apprentissage du piano ou de la guitare, ça n'a pas été facile. Puis il y a des fois où ça ne vous tentait pas d'aller faire les gammes, ça ne vous tentait pas d'aller pratiquer les accords, mais vous l'avez fait parce qu'il y avait un but au final qui en valait la peine, d'être capable de jouer du piano avec plaisir ou d'être capable de jouer de la guitare avec plaisir. Puis vous avez fait vos gammes parce que vous vouliez atteindre le but. Pas avec le grand sourire, mais parce que vous vouliez atteindre le but. Saturne, ça représente dans nos vies, à chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, que ça nous tente plus ou moins, mais qu'on sait que le but en vaut la peine, c'est Saturne qui parle à l'intérieur de nous. Le poisson et la maison 12 représentent le besoin d'entrer à l'intérieur de son corps, dans ce qu'on pourrait appeler la conscience, et d'apprendre à naviguer à l'intérieur du monde intérieur, à l'intérieur des émotions, des images, des souvenirs, des rêves, etc. Ce qui fait qu'un conseil, par exemple, qui peut être donné à Saturne en Poisson et en 12, c'est la discipline de méditer au quotidien. Quelqu'un qui a Saturne en Poisson et en 12, ce qu'on est en train de lui donner dans son manuel d'instruction, c'est qu'il a besoin quotidiennement de s'astreindre à prendre 20 minutes, 30 minutes par jour pour faire une méditation. Qu'est-ce qui se passe s'il fait ça? Il vient d'éliminer tous les scénarios négatifs que je vous ai donnés tout à l'heure. Et là, il ouvre la possibilité des scénarios positifs. Une solidification des émotions, une capacité d'être capable de discerner le vrai, le faux, la capacité d'être capable de faire la différence entre un feeling et la réalité, et en même temps d'être capable de canaliser son intuition au quotidien quand c'est le bon moment. Parce que vous savez, l'intuition, ça peut faire deux choses. L'intuition, ça peut faire en sorte qu'on vous propose deux emplois différents, puis vous ne savez pas lequel choisir, mais il y a une petite voix qui vous dit « prends celui-là ». Puis l'emploi s'avère extrêmement lucratif, vous fait rencontrer des gens intéressants, etc. Mais l'intuition, c'est aussi, au casino, ce qui amène quelqu'un à mettre 50 000 $ sur le rouge puis le perdre, parce qu'il était sûr qu'il allait gagner. Parce que l'intuition lui disait qu'il allait gagner. Saturne en Poisson et en 12 dit que si quelqu'un apprend à méditer quotidiennement, il va être capable de faire le partage entre les illusions et l'intuition. Il va être capable de canaliser son intuition au quotidien, l'utiliser d'une bonne façon, et il pourrait même devenir un professeur de méditation, un maître en spiritualité, ou quelqu'un, en tous les cas, qui domine bien les émotions. Une autre, là, je vous parle d'un aspect plus spirituel, mais un autre aspect du Poisson et de la maison 12, c'est l'imaginaire. Et vous allez retrouver beaucoup de romanciers qui ont Saturne en maison, Saturne en Poisson et en maison 12 parce qu'ils arrivent à canaliser leur imaginaire dans la discipline pour être capable d'écrire après ça une histoire, pour être capable d'inventer une histoire. Voilà un autre bon résultat de Saturne en Poisson et en 12, la capacité de canaliser mon imaginaire et de faire quelque chose de concret, de solide et de réel avec ça. Est-ce que vous pouvez mourir noyé? Oui, c'est un choix. Est-ce que vous pouvez être déprimé et avoir de la difficulté à exprimer vos émotions? Oui, c'est aussi une possibilité, c'est aussi un choix. Mais est-ce que vous pouvez décider d'être l'écrivain qui canalise son imaginaire et qui raconte une histoire? Est-ce que vous pouvez décider d'être le professeur de méditation? Est-ce que vous pouvez décider d'être celui qui est capable d'aller chercher son intuition pour prendre de meilleures décisions au quotidien? Bien oui, à toutes ces possibilités-là. C'est un choix, mais il y a une condition qui est posée par Saturne, la discipline de la méditation au quotidien. Ça, c'est la clé pour faire en sorte que cette configuration-là astrale puisse devenir positive. Vous voyez que je ne suis pas en train de vous vendre en même temps une astrologie rose bonbon.
Ou est-ce que tout est parfait dans une carte du ciel? C'est pas ce que je voulais dire durant la conférence, vous vous en rendez compte, là. Il y a un effort à faire, il y a un geste à poser, il y a une condition à remplir. Mais si on le fait, on est payé en retour, pas juste en argent. On est payé de toutes sortes de façons en retour par cet effort-là. Donc moi, mon but, c'est en quelque part de vous amener à voir l'astrologie de façon différente, d'essayer de lui redonner des lettres de noblesse, la sortir du cirque, de la foire, des charlatans là aussi, mais bon, ça, on parle de loin. Et si on pouvait l'amener plus dans le monde du développement personnel, c'est quelque chose qui m'est important, c'est ce que j'essaie d'enseigner au travers de mes cours, c'est ce que j'ai mis dans mon livre. C'est certain que là, je suis au salon aujourd'hui et demain, kiosque 59. S'il y a des gens qui ont envie de venir me voir, d'en jaser, de me poser des questions sur les cours, n'hésitez pas. S'il y en a qui ont envie de feuilleter le livre, il sera en avant à la fin de la conférence, mais je vais l'avoir aussi au kiosque. Et écoutez, il nous reste 15 minutes à peu près de jeu. Officiellement, la conférence est terminée. S'il y a des gens que c'est correct qui veulent partir, pas de problème, je ne vais pas être offensif. Mais j'aurais envie de prendre les 15 minutes pour jouer un petit jeu. Essayer peut-être d'entrer dans quelque chose de plus concret, de plus réel. J'aimerais ça peut-être essayer de faire une interprétation de coaching pour des vraies configurations de quelqu'un qui est dans la salle. Est-ce que quelqu'un... Ouais, je vois quelqu'un qui a levé la main, mais il y a une condition dans ce que je vais dire, parce que là, je n'ai pas évidemment mon logiciel de calcul et tout avec moi. Donc, la condition que j'avais posée, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la position de son soleil, de sa lune et de son ascendant? Oui. Ce sont les 3 points les plus importants qui... Bon, j'ai vu deux mains se lever. Oui, quelle est la position du soleil, de la lune et de l'ascendant? Donc, le soleil en 7. Au poisson. Le soleil en poisson et en maison 7? Oui. La lune en 8. Oui. Bélier. Okay. L'ascendant Vierge. Ascendant Vierge. Avec Pluton en ascendant. Oui, je ne vais pas mettre d'aspect pour aujourd'hui, mais on va y aller étape par étape. Le soleil est en poisson et en maison 7. Je vais vous dire tout de suite ce que vous allez trouver dans le livre habituel d'astrologie. Voilà quelqu'un qui s'oublie pour les autres. Voilà quelqu'un qui est né pour servir. Voilà quelqu'un qui est né pour être l'esclave de service, la bonne. J'en mets un peu, là, j'exagère. Mais il y a cette notion-là parce que le poisson, c'est un signe dans lequel on peut avoir de l'empathie pour tout le monde. C'est le bénévolat, c'est Mère Teresa, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Et la maison 7, c'est la maison des autres. Alors, si j'ai un soleil en poisson en maison 7, on va souvent me dire, ben, ma vie est tournée vers les autres. Et c'est pas faux, mais il faut faire attention à ce que je suis en train de dire là. Parce que le vrai sens de la maison 7, est-ce que je peux avoir votre prénom? Suzanne. Suzanne. Le vrai sens de la maison 7 pour Suzanne, ça veut dire qu'au moment de sa naissance, elle est née avec une mission importante dans sa vie ou une recommandation importante dans sa vie. C'est comme si on avait dit à Suzanne, dans cette vie-ci, il n'y a rien que tu peux faire que tu ne dois pas découvrir chez une autre personne en premier. Tout ce que Suzanne peut accomplir, elle va avoir de la difficulté à le voir en elle-même dès le départ. Le potentiel, la qualité, ça va être dur pour elle de le voir dès le départ. Elle a besoin d'une autre personne qui l'éveille à ça. Si, par exemple, Suzanne a une capacité de faire de la musique, ayant son soleil en maison 7, ce qu'on lui dit, c'est que c'est surtout en tombant sur un musicien qui va faire de la musique devant elle, qu'elle va faire « Wow! Ça, j'aime ça! Est-ce que je serais capable de le faire? » Mais ce qu'on vous dit jamais dans les manuels d'instruction habituels, c'est que c'est bien important, la petite phrase avec laquelle je viens de finir. Est-ce que je serais capable de faire ça? Le piège de la maison 7 et du poisson aussi, c'est que peut-être que je pourrais juste trouver le musicien extraordinaire, puis les autres sont toujours bons, les autres sont toujours beaux.
sont remplis de talent, et moi, j'en ai aucun. Fait que je deviens admiratif devant un public. Excusez, je deviens admiratif étant un public, mais je ne deviens jamais le performeur, je ne deviens jamais le chanteur, je ne deviens jamais celui qui est en avant, parce que c'est toujours l'autre qui a des qualités. Alors que la maison 7 et le poisson dit, au travers des relations aux autres, au travers de la rencontre avec les autres personnes, je vais découvrir des capacités que je possède en moi, et là, je vais devoir les développer avec l'aide de ces gens-là. Et à cause du poisson, ça va souvent concerner ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le côté spirituel, le côté mystique, le côté psychologique, le côté imaginaire, le côté émotif. Là, s'il y a des gens qui ne font pas du tout d'astrologie, vous allez dire, ben là, finalement, ça veut dire n'importe quoi. Non, les symboles en astrologie, évidemment, sont des vocales dans lesquelles il rentre pas mal de choses. Mais avez-vous remarqué que tout ce que je donne, émotion, spiritualité, psychologie, imaginaire, vous remarquez que ça vient toujours au bocal de ça se passe dans la tête, dans le cœur, dans le monde intérieur. C'est ça le domaine du poisson. Le domaine du poisson, c'est tout ce qui se passe en dedans. C'est des choses qu'on ne peut pas sortir sur la table et le montrer, mais on les ressent en modus à l'intérieur de nous. Alors, Suzanne a la possibilité de développer des talents en spiritualité, en imaginaire, en émotion. Elle pourrait, par exemple, être quelqu'un qui guide. Elle pourrait être une forme de thérapeute, de personne qui aide les gens à aller mieux, à mieux comprendre leurs émotions, à naviguer. Mais pour ça, elle va devoir commencer par rencontrer des gens qui sont capables de l'éveiller à cette potentialité-là. Ça peut être un ami, un conjoint, un prof, un livre. C'est même pas toujours obligé d'être une personne en particulier, mais elle va devoir être éveillée dans le monde extérieur à cette possibilité-là. Suzanne nous a dit aussi qu'elle avait un ascendant vierge. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'esclave de service. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si vous lisez sur le signe de la Vierge, on va vous le vendre, en fait pas d'une très bonne façon, je pense que vous ne l'achèteriez pas si on vous le vendait. Non? On va vous le vendre comme la bonne, comme le servant des autres. C'est pas faux, mais encore une fois, c'est une distorsion de ce que veut vraiment dire la Vierge. La Vierge a un besoin de se sentir utile à une autre personne. Lorsque la Vierge, un ami l'appelle un samedi matin pour dire « Je suis désolé, je ne pensais pas t'appeler pour ça, mais je suis mal pris et j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui vient m'aider », la Vierge, c'est le signe le plus prompt à partir, puis à aller donner le coup de main à la personne, puis à rentrer à la maison satisfait et content. Le but de la Vierge, c'est d'arriver à être, entre guillemets, récompensé pour ça. Si la Vierge devient quelqu'un qui trouve son talent, et au travers du poisson de la maison 7, alors si Suzanne arrive à trouver son talent, ses talents, et que ces talents-là peuvent être au service d'une autre personne. Service ne veut pas nécessairement dire pas être payé. On peut être payé pour donner le service. Mais qu'elle sent qu'elle vient aider des gens autour d'elle, ses clients, ses amis, sa famille, et qu'elle y trouve quelque chose de nourrissant en même temps, pas juste le service pour le service, mais un service qui nourrit et le client et Suzanne. Là, elle est dans le Saint Graal de la Vierge, du poisson et de la maison 7. C'est l'archétype de la thérapeute. Je ne sais pas ce que Suzanne fait dans la vie, puis ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une prédiction, que c'est le métier qu'elle doit faire. C'est juste un symbole. Mais le symbole de la thérapeute lui conviendrait parfaitement. La thérapie qu'elle aurait découvert, par exemple, au travers de l'enseignement, des profs, des gens qu'elle a côtoyés, qui lui a permis d'aller voyager dans le poisson, son monde intérieur, mieux se comprendre. Et là, elle est capable de redonner aux autres et de leur venir en aide pour les aider eux aussi à cheminer à l'intérieur de leur monde intérieur, de leurs émotions et tout. Là, on répond et au poisson, et à la maison 7, et à l'ascendant vierge. Il y avait une lune en 8 et en bélier, hein, c'est ça? Qui va venir réenchérir sur le côté thérapie, en y ajoutant peut-être une touche justement un peu plus ésotérique, parce que la maison 8, on dit que c'est la maison de la magie, de l'occultisme et du chamanisme. Mais j'ai envie de revenir les deux pieds sur terre, puis de dire que la maison 8, c'est la maison dans laquelle on est capable
de vivre avec des blessures et de les transcender. C'est vrai que longtemps, on a utilisé le chamanisme pour le faire, l'occultisme, la magie. Mais aujourd'hui, on pourrait aller dans le bureau d'un psychologue. On pourrait aller voir un médecin. On pourrait aller voir un thérapeute, un conseiller. Mais la maison vide a toujours à voir avec la capacité de guérir ses blessures. Et quand on a une lune en 8, ce qu'on va malheureusement vous dire dans un livre traditionnel, c'est que Suzanne est née pour être grosso modo malheureuse. C'est-à-dire avoir l'esprit noir, des idées morbides, des remous constants au niveau émotionnel, des difficultés, de la douleur, etc. Parce que la lune, c'est le monde des émotions. Et puis la maison 8, c'est la maison de la mort, la maison des blessures, la maison de tout ce qui est refoulé, de l'inconscient. Fait qu'on a quelqu'un qui est comme connecté directement à son inconscient, on prend pour acquis que c'est nécessairement négatif. Mais c'est pas vrai. Si ma lune est connectée à la maison 8, comme Suzanne, ça veut dire que j'ai accès plus que la moyenne des gens à mon inconscient, et j'ai donc accès au potentiel de guérison de l'inconscient. La maison 8, il y a plusieurs milliers d'années, on l'associait au phénix. Vous avez probablement tout le monde entendu un peu cette image-là de phénix, qui était un animal mythique, qui devait brûler pour être capable de renaître de ses cendres. Il n'avait pas une relation sexuelle avec des bébés. Son mode de reproduction, c'était sa mort. Il devait accepter de mourir en brûlant pour après être capable de renaître. Et on disait que la maison 8, c'est la maison du phénix, parce que la maison 8, l'appel pour Suzanne, c'est de dire, il peut y avoir eu toutes sortes de problèmes dans la vie. Mais il y a une nécessité d'être capable d'aller au bout de ça, de les affronter, pas de les balayer sur le tapis, pas d'essayer de faire comme s'ils n'existent pas, mais de les affronter pour, comme le phénix, être capable à un certain moment de brûler et de renaître. Mais encore une fois, je le ramène, et avec le bélier, en plus, le besoin de foncer, d'avoir le courage. Hein? Le signe du bélier peut être la chose la plus importante, le développement du courage, la capacité d'affronter ce qui nous fait peur. Avoir une lune en bélier en maison 8, ça veut dire qu'il y a des blessures et des cicatrices qui habitent Suzanne et qui lui font peur, mais elle doit avoir le courage d'aller les voir, d'aller les investiguer, d'aller les guérir, d'aller les filtrer, d'aller les chercher pour les ramener à la surface et les vaincre. Je pense que l'image qui me vient en tête de la mythologie qui est le plus parlant, c'est un des travaux d'Hercule, Héraclès, dans la mythologie. Vous connaissez tous les 12 travaux d'Astérix, mais c'est basé sur des travaux un peu plus vieux. Et un des 12 travaux d'Héraclès, c'était de combattre l'hydre, qui était un monstre à plusieurs tailles, une espèce de dragon à plusieurs tailles, qui était caché au fond d'une grotte. Et quand Héraclès est rentré dans la grotte, il s'est aperçu que quand il coupait des tailles, il en repoussait d'autres, qu'il n'avait rien à faire, toute sa force, toute sa puissance donnait absolument rien, jusqu'à ce qu'il y ait un sage qui lui dise la seule façon de battre l'hydre, c'est de la sortir à la lumière du jour. Alors il s'est arrangé pour faire sortir l'hydre de la grotte. Quand elle est arrivée à la lumière du jour, il était capable de la tuer. C'est une métaphore, mais ça veut dire que tout ce qu'on garde dans le dedans en maison 8, tout ce qu'on ne peut pas dire, sortir, qui nous ronge, la seule façon de le tuer, c'est de le sortir à l'air libre, de le sortir à la lumière, de le verbaliser, de communiquer pour le guérir. Voyez-vous comment il y a la marque du chaman, de la thérapeute, parce qu'on est en train de dire que la première job de Suzanne, c'est de s'occuper d'elle, pour être capable de s'investiguer, de se creuser, de se comprendre, d'affronter ses blessures, de se guérir de ces blessures-là, de découvrir chez d'autres personnes la capacité qu'elle a à le faire, mais aussi, surtout, la capacité qu'elle a de le redonner, d'être utile à d'autres personnes. Un peu comme si vous prenez le fondateur, par exemple, des AA, l'alcoolique anonyme, quelqu'un qui a traversé lui-même l'enfer de l'alcool, qui s'en est sorti, qui a fait une thérapie, qui a travaillé sur lui, puis à un certain moment qui est arrivé pour dire je peux aider d'autres personnes à le faire. Je peux aider d'autres personnes à franchir aussi le pas qu'ils ont besoin de franchir pour se guérir de l'alcool. Suzanne, à sa manière, dans sa vie, elle doit trouver cet archétype-là.
arriver à faire la guérison intérieure, arriver à découvrir son potentiel, et pour ça, elle doit se promener dans le monde extérieur pour rencontrer des gens, faire des expériences, et après leur redonner en étant utile à d'autres personnes, en les aidant à traverser eux-mêmes leur chemin. Quand elle fait ça, Suzanne est alignée complètement sur sa vie. Elle risque d'avoir beaucoup de succès professionnellement, amicalement, sur le plan familial. Elle va aussi se sentir bien émotionnellement. Elle va sentir qu'elle est en paix, en équilibre avec elle-même. Mais c'est vrai qu'à la limite, elle peut choisir le rôle de servante, de bonne à tout faire et de personne qui est déprimée avec les idées noires. C'est un des scénarios possibles. Ce n'est pas le seul. Ce que je voulais surtout vous faire comprendre aujourd'hui, c'est ça. C'est un scénario possible pour Suzanne, mais ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres beaucoup plus positifs. Ce qu'on fait lorsqu'on apprend l'astrologie, on apprend à traduire toutes les planètes, comme on vient de le faire, et aussi toutes les maisons, l'ascendant. En passant, là, pour les gens qui n'ont pas des connaissances approfondies de l'astrologie, l'ascendant, c'est une des maisons. C'est la maison 1. Il y en a 12. Ça veut dire que quand on apprend l'astrologie, on apprend à traduire le conseil du Soleil, de la Lune, de toutes les planètes jusqu'à Pluton, parce qu'en astrologie, on est toujours un peu lent, puis on l'a gardé comme planète. Et après les 12 maisons, le conseil pour les 12 maisons. Et quand on a fini ça, on a un bon manuel d'instruction pour lequel on n'a pas trop d'une vie là, pour se placer. C'est rare que 6 mois après, tout est réglé. Mais étape par étape, ça nous montre aussi ce que j'appelle les dossiers prioritaires, c'est-à-dire que là, vous comprenez qu'il y a une dizaine de conseils avec les planètes, une douzaine de conseils avec les maisons, il y en a peut-être aussi une autre douzaine avec les signes. On est rendu à 34, là, 34 conseils, mais il va y avoir dans ces conseils-là ce qu'on appelle des dossiers prioritaires. Lequel est le plus important, lequel peut être fait en dernier. Alors, on élabore, on apprend à faire une stratégie pour progressivement régler les dossiers un par un et se sentir de plus en plus heureux et avoir aussi de plus en plus de succès. Ce n'est pas interdit que les choses aillent bien dans notre vie. Voilà, c'est tout le temps qu'on a. On a débordé un peu, alors je vous laisse là-dessus. Et je suis au kiosque 59 si vous avez envie de venir me voir me parler.